Bonsoir. L'autopsie du corps de Wissam El Yamni a été effectuée aujourd'hui à l'Institut médico-légal de Saint-Étienne. Elle permettra peut-être de savoir si le jeune homme est mort d'une overdose ou des coups reçus lors de son interpellation. De nombreuses voix se font entendre dans cette affaire pour laquelle une information judiciaire est ouverte. Réaction de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi d'un syndicat de police dans ce journal. Réaction également dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand. Dominique Bidet est notre invité. Ali Habitat vient de signer un plan d'aide au redressement financier de l'Office départemental du logement social. Et puis la possibilité de voir ce soir encore le lac des Cygnes par le ballet russe de Perm à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. 5 à 600 personnes se sont rassemblées à la Gautière hier soir, 24 heures après l'annonce du décès de Wissam El Yamni. Une mobilisation pacifique mais qui exprime la colère d'une partie de la population du quartier. Une minute de silence a été observée en hommage à la victime et les personnes présentes en ont appelé à la justice. Parmi elles, maître Jean-Louis Bory, avocat au barreau de Clermont-Ferrand et militant de la Ligue des droits de l'homme. Il demande aujourd'hui une réponse judiciaire adaptée et rapide dans cette affaire, comme il l'a expliqué à Romain Duché. À l'évidence, il y a eu une bavure qui est sérieuse et grave. Alors, ça renvoie aux difficultés que rencontrent les jeunes des quartiers vis-à-vis d'une manière générale de la police. Et là aussi, le dispositif policier qui a été mis en place à l'initiative du préfet est démesuré. On amplifie les choses et ce faisant, je crois qu'on provoque les jeunes. La seule manière d'apaiser les choses, c'est une véritable information et la vérité totale et des décisions rapides. Parce que les jeunes ne comprennent pas non plus, ils ne comprennent pas que lorsqu'ils font une bêtise, ils sont jugés dans les 24 heures par le tribunal correctionnel. Et lorsque des policiers en font une, parce que pour eux ils en ont fait une, et grave, plus qu'une bêtise, il n'y ait pas de sanction immédiate, il n'y ait pas de réponse immédiate. Du côté des syndicats de police, le son de cloche n'est bien sûr pas le même. Synergie, le syndicat majoritaire des officiers de police en Rhône-Alpes-Auvergne, soutient les deux policiers mis en cause dans l'arrestation musclée de Wissam El Yamni la nuit de la Saint-Sylvestre. On écoute le secrétaire général pour Rhône-Alpes-Auvergne, Frédéric Bizanson, joint au téléphone par Romain Duché. Notre première réaction, c'est une réaction de soutien vis-à-vis de nos collègues qui sont incriminés. Il y a eu une affaire qui malheureusement s'est soldée par la mort d'un homme, donc ce n'est pas acceptable. Pour autant, il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Nous, on demande à tout le monde de garder son sang-froid et d'attendre les résultats de cette enquête. Et après, nous pourrons juger sur pièce. Il y a des gens qui sont des professionnels de l'indignation, qui se servent malheureusement d'un drame qui, je le répète, est inacceptable. Bien évidemment, la mort d'un homme, on ne peut pas l'accepter. Pour autant, on ne peut pas condamner a priori des gens parce qu'ils sont policiers, qu'ils ont fait a priori leur travail. Attendons le résultat de l'enquête. L'enquête se poursuit. On ignore pour l'heure les résultats de l'autopsie pratiquée ce matin. La nuit dernière à Clermont-Ferrand, quelques actes de vandalisme ont été enregistrés. Une dizaine de départs de feux de voitures et 6 feux de poubelles. Selon la préfecture, il s'agit d'actes d'individus ou de petits groupes isolés. Comme la nuit précédente, 17 interpellations ont été effectuées. Dans les quartiers nord, la population a malgré tout le sentiment que la situation s'est apaisée, même si certains ont durement été frappés par les dégradations. Voyez le reportage de Philippe Robert et Ariane Monfray. Après plusieurs nuits de violence, les stigmates sont encore très visibles. À l'image de la société Distriport, dont 5 camions et une partie du bâtiment ont été incendiés, 80% de pertes dues sans doute, d'après la direction, à l'activité de l'entreprise. Dans le quartier des Vergnes, cette poubelle et cette vitrine ont également été la cible des vandales et les habitants ont un peu de mal à s'exprimer devant la caméra par peur de représailles. Néanmoins ici, la vie s'écoule presque normalement, même si une pointe d'inquiétude subsiste. Ça fait 2-3 jours que la tension est retombée. J'espère que ça ne va pas reprendre vendredi, parce que le week-end en général, c'est chaud. Les jeunes, bah oui, ça fait de la peine. Ils étaient mariés, tout ça. Les jeunes, ils étaient un peu excités, mais bon, ça s'est calmé. L'hélicoptère, il passe là dans le ciel. Là. La police fait son travail. La boulangerie du quartier n'a pas vu sa fréquentation baisser ces derniers jours, mais ici, comme dans les autres commerces, les événements ont choqué la population. Ça nous fait de la peine de voir aussi qu'il y a des émeutes et que ça brûle un peu partout, parce que bon, c'est pas la bonne solution.
Voilà. Mais sinon, tout se passe pour le mieux. Avec notre boulangère, ça se passe bien. Avec notre boucher, ça se passe bien. À la pharmacie, ça se passe bien. Le centre de loisirs, ça se passe bien. Maintenant, il faut juste attendre que ça se tasse et que bien sûr que la justice fasse le nécessaire suite à cette bavure. À partir du moment où la justice fait sa justice, on se sentira vraiment protégé. Voilà. Parce que nous, on ne se sent pas agressé ici. Vraiment pas. Un quartier calme dans la journée, mais en soirée, le dispositif des forces de l'ordre reste le même pour éviter tous nouveaux actes de violence. Des registres de condoléances ont été mis à disposition du public dans les maisons de quartier en soutien à la famille de Wissam El Yamni. Une marche blanche est organisée samedi après-midi à 14h à Clermont-Ferrand en hommage à la victime. D'autres organisations et partis politiques ont appelé à participer à ce rassemblement. C'est notamment le cas d'Europe Écologie Les Verts. Ils réclament, je cite, que la vérité soit très vite établie en toute indépendance. Le lancement des soldes d'hiver ce mercredi 11 janvier. La traditionnelle cohue a démarré à Clermont-Ferrand dès ce matin. Les boutiques affichent des réductions allant de moins 30 à moins 70% dans certains cas. Les commerçants attendent beaucoup de cette première journée et les clients aussi. Ils sont nombreux à faire le déplacement dès le premier jour, comme ils l'ont expliqué à Daniel Roche. J'ai choisi donc de venir faire les soldes aujourd'hui parce que c'est quand même intéressant. Nous avons des rabais jusqu'à 50% parfois, donc compte tenu du pouvoir d'achat, c'est tout à fait bénéfique pour les gens. Vu qu'on est interne, on a décidé de profiter de notre mercredi après-midi pour faire nos magasins favoris. Il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a aussi beaucoup de choix par rapport aux autres semaines et donc ça permet aussi de repérer les futurs achats que je pourrais faire plus tard dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Moi, j'achète beaucoup en solde parce qu'il faut se dépêcher souvent pour trouver l'article que l'on veut et la taille. Voilà. La période des soldes d'hiver dure 5 semaines, fin prévue donc le 14 février prochain. Dominique Bidet est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Allier Habitat. L'Office départemental du logement social connaissait des difficultés financières importantes et vous venez de signer ce matin même un plan d'aide pour assainir la situation. Alors avec qui et que dit ce plan d'aide, Dominique Bidet ? Alors ce plan d'aide, effectivement, a été signé ce matin même avec le président du Conseil général, Jean-Paul Dufrègne, et donc la caisse de garantie du logement locatif social, la CG2LS, qui est une caisse de garantie, on va dire, coup dur, hein, pour effectivement permettre aux offices qui ont des difficultés de rénovation de leur patrimoine de pouvoir effectuer effectivement ces rénovations du meilleur possible. À combien se chiffre votre endettement à Allier Habitat ? Alors l'endettement effectivement est important puisqu'il est à 58% par rapport à notre chiffre d'affaires alors qu'il est en moyenne à 40%, donc très peu de marge. Au niveau national, vous voulez dire ? Au niveau national, oui. Donc très peu de marge de manœuvre pour avoir le taux financement nécessaire donc à la rénovation de notre patrimoine. Donc cet argent, c'est 20 millions d'euros qui nous arrivent pour les années à venir. Hein, donc un pour plan 7 ans. Pour 7 ans exactement, hein, va nous permettre effectivement à la fois de construire à des endroits pour rénover, sachant qu'effectivement les habitudes ont changé et que il faut à des endroits du pavillon et un peu moins de collectifs, mais qu'il faut aussi donc rénover pour essayer de faire en sorte que on puisse alléger la facture des charges qui sont induites au logement. Alors Allier Habitat gère plus de 4400 logements sur 130 communes environ dans l'Allier. Hein. Vous êtes présent sur beaucoup à Vichy, mais aussi à Moulins, à Montluçon et puis dans les zones rurales. Est-ce que c'est la nature des logements qui explique ces difficultés financières et si oui, pourquoi ? Alors c'est effectivement une situation, je dirais, très particulière, à la fois d'un patrimoine ancien, donc qui avait besoin de rénovation et, comme je disais tout à l'heure, des charges importantes, oui. Un patrimoine très jeune, mais aussi, je dirais, par ailleurs, un désengagement de l'État, des aides à pouvoir construire demain. On est passé en 2008 à 800 millions d'euros, à peine 400 millions d'euros en 2011, donc effectivement beaucoup moins d'aides et ces aides qui étaient de 1500, 2000, 2500 euros par logement, nous permettaient effectivement de ne pas mettre trop d'autofinancement. Oui. Donc ce cadre et ces 20 millions d'euros, je le répète, vont permettre d'assurer, je dirais, l'avenir d'Allier Habitat et de rassurer aussi l'ensemble de nos 8000 locataires qui sont sur l'ensemble du 8000 personnes qui sont donc sur l'ensemble du patrimoine donc, départemental. 20 millions, c'est 10 millions pour le Conseil général et 10 millions pour la caisse de garantie. Pour la caisse de garantie, sachant que nous avons aussi un effort qui a été fait par notre banque, qui est la caisse de dépôt et de consignation, oui. qui nous a allongé l'ensemble de l'endettement de 5 ans, donc qui nous permet
permet aussi d'avoir de l'autofinancement nécessaire pour pouvoir accompagner nos gros travaux. Mais c'est aussi en matière économique très important. Hein. C'est nos artisans qui vont s'y retrouver dans les années à venir, hein, puisqu'il y a plusieurs dizaines de millions d'euros qui seront investis sur à la fois le patrimoine existant, mais aussi sur les constructions nouvelles. Oui, alors quels gros travaux, quels projets à court et moyen terme justement pour Ali Habitat? Les gros travaux vont être pris, je dirais commune par commune, le principal étant effectivement sur la zone de Vichy, hein, où la moitié de notre patrimoine est ici en place, et nous avons là à la fois des constructions à faire pour pouvoir déconstruire ensuite, hein, et donc sur l'ensemble, je dirais, du territoire départemental, en accord avec les maires. Hein, nous faisons aujourd'hui le tour des élus pour voir bien quel est leur ressenti par rapport à tout ça. Et quel est l'état de la demande peut-être aussi Effectivement, une évolution de la demande, je l'ai dit, hein, aujourd'hui, dans nos communes rurales, effectivement, le collectif, et quand je parle de communes rurales, c'est des communes comme Varennes, qui ont certes 5000 habitants, mais oui. Par exemple, les gens aspirent plutôt, je dirais, à être dans du pavillon que dans du collectif. Alors, c'est peut-être une question de vivre ensemble qu'il faudra peut-être améliorer, mais c'est ainsi, et nous sommes obligés, effectivement, de respecter la demande qui nous est faite au quotidien. Dominique Bidet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. En sport, pas de surprise hier soir sur le parquet de la salle Pierre Coulon. Les basketteurs de la Jeanne d'Arc de Vichy ont été battus par l'équipe de Pro A de Villeurbanne en 32e de finale de la Coupe de France. Score 67-87. La logique a été respectée. Martial Delecluse était sur place. La lanterne rouge du championnat de Pro B face à un Cador du championnat de Pro A. L'écart entre les deux équipes était trop important pour assister à une surprise. Surclassée, la Jeanne d'Arc de Vichy ne participera pas au 16e de finale de la Coupe de France. Et ce n'est pas grave car le club thermal a d'autres chats à fouetter. On a des échéances quand même beaucoup plus importantes. Je suis juste déçu de ce visage de deuxième mi-temps. C'est pas nous, mais voilà, ça peut être aussi physique parce que l'Asvel a un niveau d'exigence élevé par rapport au nôtre. Mais c'est pas grave, il ne faut pas lâcher. Et je réponds à ta question, oui, je reste positif pour la fin. Candidat à la relégation, la Jeanne d'Arc de Vichy va devoir réaliser une deuxième partie de saison exceptionnelle pour rester en Pro B. Un défi qui semble impossible à relever. Les Vichysois n'ont gagné qu'un seul match en 15 journées de championnat. À leur côté joueurs, on tente de positiver. On doit progresser sur certaines choses et après, je crois, on peut gagner samedi. Et samedi, les Vichysois accueillent Fos-sur-Mer, actuellement 3e au classement général du championnat de Pro B. Un vrai test pour les hommes de Laurent Sierra, qui en cas de nouvelle défaite pourraient voir leurs derniers espoirs s'envoler en fumée. La suite du championnat de Pro B, donc dès samedi soir, la Jeanne d'Arc de Vichy reçoit l'équipe de Fos-sur-Mer. Des nouvelles de Renaud Lavillenie qui ne peut pas encore reprendre l'entraînement. Blessé à la main gauche début décembre, le perchiste clermontois a effectué ce matin une visite de contrôle. Verdict du médecin. Renaud Lavillenie, qui espérait reprendre l'entraînement cette semaine, devra encore patienter 2 semaines supplémentaires avant de retrouver ses perches. C'est l'un des plus célèbres ballets classiques, le Lac des Cygnes. L'œuvre de Tchaïkovski, créée à la fin du 19e siècle, est rendue célèbre par Marius Petipa et Lev Ivanov, est donnée ce soir encore à la Maison de la Culture par le ballet de Perm. Après une première représentation hier, une occasion unique de découvrir l'exigence et la précision d'une 50aine de danseurs russes dans l'une des œuvres majeures du répertoire. On écoute le danseur étoile qui interprète ce soir le Prince. Ariane Monfray et Catherine Lopez l'ont rencontré en fin d'après-midi, juste avant la répétition en salle Cocteau. Для меня эта роль, она показывает даже меня с какой-то стороны. Quand je danse, je me montre tel que je suis. Mon personnage et moi ne faisons qu'un, un jeune homme qui rencontre son amour. Et j'éprouve beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, et c'est très important. Quand je danse, j'arrive à ressentir et à transmettre les sentiments de mon personnage. Le public français n'est pas habitué au ballet classique, mais il est très chaleureux, très accueillant et j'adore ça. J'adore l'ambiance, c'est inoubliable.
La comédie de Clermont-Scène Nationale propose donc Le Lac des Cygnes par le ballet de l'Opéra National Tchaïkovski de Perm ce soir à 20h30 à la Maison de la Culture. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à 12h30 et 18h30 demain. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.